Bien, merci de cette ouverture introspective, mais qui nous a permis aussi de prendre la mesure des déplacements des problématiques de recherche au fil des matériaux et des questionnements. Rémi Baudoui, lui, va nous tirer vers l'autre volet, et donc cette double ouverture artistique et technique, voire technocratique et politique, va cadrer la matinée. Rémi. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis de nous donner l'occasion de revenir sur des questions qui nous intéressent et qui nous passionnent depuis déjà plus de 30 ans. Donc je prends la continuité de Laurence, mais je vais me décaler par rapport à sa proposition d'analyse, puisque moi je vais rester sur mes anciennes idées, je n'ai pas de raison de les changer, en considérant que, bien évidemment, la continuité prévaut à la question de la rupture. Alors, si je parle de continuité qui prévoit la rupture, c'est aussi parce que je vais parler d'individus qui ont vécu, évidemment, la transition entre ces années 1920 et ces années 1930, et qui, généralement, avaient plutôt dans les 20 ans, dans les années 20-30 ans dans les années 20, donc étaient en pleine expérience professionnelle durant les années 30 et les années 40. Donc, je considère qu'il y a bien une continuité dans les modes de faire et les modes de pensée. Et c'est pour ça que mon objet aujourd'hui est de revenir un peu assez vite sur ces modes de pensée. Il me semble, au fond, qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui deux histoires de Vichy. Je le récapitule très vite. Je pense que la première était évidemment celle de Robert Aron, qui nous expliquait, au fond, que deux mondes séparés existaient, d'une certaine façon, Vichy et Alger. Ensuite, dans les années 80, qui nous a profondément marqué, puisque Laurence parle de Miller, mais on pourrait aussi citer Paxton et tous ces historiens, qui ont été une espèce de bombe atomique, révolutionnaire quand même en France, pour venir nous signifier qu'il fallait regarder Vichy autrement, et notamment sous l'angle des mutations socio-économiques qui, d'une certaine façon, préfiguraient les 30 Glorieuses. Donc ils ont été un moment très important de notre réflexion. Et puis, j'allais dire, moi, je souhaite aujourd'hui, et je pense qu'il y a chez les jeunes, je ne me mets même pas dedans, je me considère déjà comme un vieux chercheur, qu'il y a des potentialités aujourd'hui de faire une troisième histoire de Vichy, que moi, je souhaite et j'appelle de tous mes voeux, qui soit ce que j'appelle une histoire des mitoyennetés, proximité et promiscuité. C'est-à-dire que j'entends par là qu'au fond, on est en train de se rendre compte, à travers les archives, qu'il n'y a pas deux mondes séparés, mais qu'il y a deux mondes qui ont très fortement coopéré et négocié, tout simplement parce que, je dirais, survivre à Vichy ou vivre en France en 1940-44, c'est s'en sortir grâce aux proximités. Il ne faut pas être naïf. Raoul Dautry se plaint, critique Heilbronner, qui est président du consistoire juif de Paris, en lui disant « mais attention, il va y avoir des arrestations ». Et Heilbronner dit « non, non, il n'y en aura pas », et il meurt évidemment en déportation. Donc ça signifie que celui qui va pouvoir faire, non pas carrière, mais simplement pouvoir vivre Vichy ou vivre ces années d'occupation, c'est celui qui est à l'intersection de tous ces mondes. Et donc, je suis certain, je suis convaincu qu'on va vers une nouvelle histoire de Vichy qui va commencer à apparaître, qui est effectivement cette histoire des promiscuités et ce que j'appelle des situations au sens sartrien ou au sens de Georges Ballandier, anthropologue, c'est-à-dire effectivement d'individus qui s'adaptent, qui conjuguent, qui repèrent les courants et qui ne se fixent pas dans une obsession idéologique qui conduit justement, je dirais, d'une certaine façon à l'épuration, comme chez des personnalités comme Brasillac ou Drieux-La Rochelle. Et cette histoire de Vichy, elle va être contraire, il me semble, aussi avec ce que l'on vit aujourd'hui sur le buzz médiatique, ces fameuses affaires Sartre, Simone de Beauvoir, Le Corbusier, Dutilleux, font tous ces personnages qui maintenant commencent à sortir, soi-disant, pour ayant eu des tentations fascistes ou vichistes ou pétainistes. Alors, c'est ce monde un peu que je vais vous exposer de complexité au fond du monde de la technocratie, en partant de l'idée, évidemment, qu'il y a paradoxalement, certainement, un lien entre une modernité productive et ce que j'appelle un agrérisme architectural et urbain. Oui, on voit la dernière. La demande populaire. Merci bien. Donc, comment expliquer le paradoxe de mon propos entre cette modernisation productive et ce que j'appellerais un agrarisme architectural et urbain? C'est un peu ça la question. Alors, je pense que, bien évidemment, pour le comprendre, il faut revenir sur les imaginaires culturels. Et le premier, peut-être, sur lequel il faudrait retravailler, à mon avis, c'est évidemment le lien entre modernité industrielle et modernité plastique. Si je le conçois de ma part, en tant qu'historien de l'architecture, comme étant valable au XIXe siècle, à travers, évidemment, la question de l'usage de l'acier, je le remets un peu en partie en cause sur le XXe siècle avec l'usage du béton. Je prends le cas, évidemment, de Le Corbusier, le plus intéressant dans ce cadre-là, parce qu'on a d'un côté des propos et de l'autre des pratiques.
Et on s'aperçoit qu'il y a un écart très important entre les pratiques et justement le discours. Je cite deux exemples, mais je ne vais pas les développer. Son application de l'Organisation scientifique du travail, qui est un échec permanent. Il se revendique de l'OST sans savoir l'appliquer, puisqu'il présuppose la forme avant le process, donc ce qui est le contraire de l'Organisation du travail. Et je pense à cette mythologie de la voiture Voisin qui nous met en pleine figure. Et Voisin, on sait que c'est un industriel qui est architecte et qui ne passera même pas, qui n'aura même pas les commandes pendant la Première Guerre mondiale, parce que ces avions ne volent pas, plutôt se cassent la figure. Donc on a deux images, au fond, deux icônes que Le Corbusier prend, qui sont des icônes, je dirais, falsifiées. Mon propos sera en deux parties, pour ne pas prendre trop de temps. Donc, les ingénieurs français, dans le débat sur la productivité et la société, et mon souci de vous rendre compte de cette ambivalence de ce modèle à travers, effectivement, ce discours sur la productivité et l'architecture. Et puis, deuxième point, portera sur l'antimodernité architecturale comme ordre productif de l'État français. J'ai pris 4 figures, mais ces figures disparaîtront, elles ne vont pas nécessairement rester tout au long de mon exposé. Donc je prends Louis Renault, bien sûr, qui est une personnalité fondamentale en tant qu'industriel. Raoul Dautry, polytechnicien, qui ne va pas à Vichy, mais qui reste en contact et qui sera ministre de la Reconstruction. François Leydeux, qui est Sciences Po, et qui est le neveu de Louis Renault et qui deviendra ministre de la Production industrielle sous Vichy. Et Georges Lamiran, qui est centralien, ingénieur des armes et manufactures, qui devient secrétaire d'État à la jeunesse. Donc 4 figures qui montrent au fond que ce qui se joue dans ces années 1920, c'est effectivement la grande question de ce qu'on pourrait appeler la fabrication du social. Et je voudrais simplement rappeler là des choses qui sont assez évidentes, c'est comment chacun au fond se construit un discours du social qui engage bien évidemment une question de la productivité industrielle. Alors Raoul Dautry, c'est un modèle Lyoté. C'est le rôle social de l'officier dans le service universel de Lyoté de 91 qui veut réconcilier royalistes et républicains dans la Nouvelle-France. Tout ça, bien évidemment, avec fond d'antimarxisme important. Louis Renault, lui, il veut le développement de son entreprise. Mais il a déjà conscience très tôt que le social est un mode de limitation du syndicalisme dans ses usines. François Leydeux, disciple de Robert Garrigue des équipes sociales, donc chrétien convaincu, et je lis sa phrase, le social doit permettre de convertir les jeunes communistes égarés, mécontents, révoltés contre des gouvernements de juristes et de pseudo-intellectuels qui, au fond, ne reconnaissent pas le peuple et n'ont jamais su lui parler. Il introduira même, dans les années 36, les syndicats patronaux de Jacques Doriot, du PPF et du PCF, de Connel, de Larocque, dans ses usines. Georges Lamiran, disciple aussi de Lyoté, proche de Garrigue. Donc on voit une nébuleuse sociale de réformistes sociaux qui est très intéressante à analyser parce qu'elle est, ça a été étudié par d'autres, parce qu'elle est au fondement, au fond, du musée social. Et ça, c'est très intéressant aussi pour décomplexer ou décloisonner nos analyses. On retrouve dans le musée social toutes sortes de sociaux. Et tous ces sociaux, ce qui m'a passionné, c'est que tous ces sociaux, qu'ils soient leplésiens, saint-simoniens, paternalistes, solidaristes, catholiques sociaux, socialistes réformistes, lyotésiens, tous ces sociaux travaillent ensemble. Première chose intéressante, le social transcenderait, selon eux, la question de la politique et travaille notamment avec un social municipaliste très important qui est Henri Sellier. Donc il existe bien dans cette France des années 20-30 un modèle social ou des modèles sociaux qui instaurent au fond, qui recherchent la paix sociale sur la base d'une meilleure productivité. Et bien évidemment, ça se déploie parallèlement ou en même temps, j'allais dire, que s'organise l'organisation taylorienne et fordienne aux États-Unis. En France, on parle surtout, je le cite très vite, là, du modèle d'Henri Fayol, qui est un modèle de gestion administrative industrielle, puisque en 1916, dans son manuel, il dit il y a 5 points importants pour le management moderne industriel, c'est organiser, constituer, commander, coordonner, harmoniser, contrôler. Alors, quand je mets en scène cette situation du social, je veux simplement rappeler au fond que le voyage aux États-Unis, sur lequel Jean-Louis avait beaucoup travaillé, nous avait apporté beaucoup d'analyses il y a aussi pas mal de temps, est bien ambivalent et complexe à analyser. C'est-à-dire que ce n'est pas une admiration absolue du modèle américain, pas du tout. C'est une importation, une tentative d'appropriation. Alors, j'ai mis quelques voyages. 1911, Louis Renault est aux États-Unis pour étudier les méthodes de Ford, pour appliquer le chronométrage dans ses usines. 1912, Dautry visite les compagnies ferroviaires américaines. 1925, le I2 fait 3 semaines dans les usines Ford. Et là, on voit effectivement un paradoxe apparaître. C'est-à-dire une espèce d'admiration pour ce modèle, mais sans enthousiasme non plus. Je cite là très rapidement... dès leur retour, au fond, ils manifestent le fait que l'organisation scientifique du travail peut être importée, mais qu'elle doit s'accompagner d'autres choses.
Dautry reconçoit l'OST dans une appropriation fayolienne et lothésienne. Et voilà ce que dit le I2, qui est très intéressant. Le I2 dit, voilà, je suis allé chez Ford, j'allais me faire embaucher chez Ford, j'avoue alors avoir conçu une haine profonde pour Henry Ford. Et je lui ai dit plus tard, pourquoi cette réaction? À cause de son omnipotence dans ma vie quotidienne, l'hôtel était un hôtel Ford, sur les œufs du breakfast, à côté de la date de la ponte, était imprimé le nom de Ford, bref, tout appartenait à Ford. Et vous voyez comment il analyse l'efficacité du modèle derrière. Et ça, il dit, voilà, le travail dans les ateliers était dur et la discipline impitoyable. Par souci d'efficacité, la direction avait confié la surveillance des ateliers où la majorité des ouvriers étaient de race blanche à des noirs et vice-versa. Donc un modèle presque racial d'efficacité où tout à fait qui joue les conflits raciaux. Donc on voit bien que dans les années 20-30, au fond, il y a bien un enjeu de transférer l'organisation scientifique de travail, mais à partir d'une réappropriation par ce réformisme social, sous prétexte de formes d'humanité qui garantissent la productivité dans un confort social pacificateur. Alors, on comprend très bien comment ce mouvement-là, patronal, donc modernisation oui, modernité architecturale et urbaine non, va d'une certaine façon trouver du pain béni dans la théorie de la cité-jardin, puisque la théorie de la cité-jardin, évidemment, d'importer d'Howard, est un modèle absolument fascinant de préservation d'une identité rurale dans un processus industriel. Bon, je montre là, à droite la cité-jardin du chemin de fer, qui est le modèle rémois, mais qui est un modèle largement utilisé pendant la guerre pour fabriquer l'effort de guerre, bien sûr, et après la guerre. Louis Renault et Dautry sont dès 1912 partisans de la conceptualisation des cités-jardins. Alors Louis Renault, lui, il a une position très claire, il considère que c'est à l'État de le faire, donc il ne le fera pas. Il veut être centré sur ses îles, mais il considère que l'État devrait lui payer des cités-jardins. Dautry réalise 32 cités-jardins, logeant 31 000 cheminots dans les années 25. Et vous le voyez, la phrase est très exemplaire. Une vie digne, pas d'excès, des fenêtres ouvertes, beaucoup de jardinage, d'exercice physique, des bains et des douches, une vie exemplaire, déboucherait sur les avancées morales d'une population de cheminots procurant la paix, la discipline, la confiance dans les chefs et l'amour du métier. Alors, la rupture importante, c'est évidemment le Front populaire. Le Front populaire vient effectivement poser des questions. Donc les grèves, on voit Dautry qui accompagne Louis Renault lui vendre au fond son modèle de cité-jardin de Ternier et le conseiller en matière de logement social, mais Renault résiste puisqu'il considère que ce n'est pas son travail en tant qu'industriel de le faire. Que consacre Vichy d'une certaine façon, l'installation de Vichy à partir de 1940, donc elle consacre évidemment l'échec d'une certaine façon de la Troisième République à travers le procès d'Orion, elle système la condamnation d'un parlementarisme de Troisième République, mais elle consacre aussi d'une certaine façon la victoire de la France rurale contre la France urbaine. J'insiste là-dessus, c'est particulièrement important. Dans la catastrophe de Vichy, dans l'énoncé de la catastrophe, il y a bien sûr le fait que, au fond, la rupture fondamentale est acquise avec une population urbaine qui ne cesse de croître et qui tend à représenter 50% de la population totale. Donc la défaite provient de cette décadence, au fond, territoriale et spatiale de la société, qui exige donc, bien évidemment, immédiatement une reconstruction fondée sur effectivement une renaissance de la France par ce retour aux valeurs traditionnelles de la campagne. Il y a une dimension métaphorique très importante dans la reconstruction. Laurence en a parlé par rapport à ce qu'elle a dit sur la position allemande, qui est reconstruction architecturale urbaine, mais reconstruction de l'autorité française. C'est-à-dire que la reconstruction n'est que le prétexte, évidemment, à la reconstruction de l'État et de la nation France face à l'Allemagne. C'est ça qui est l'enjeu est là. Alors, dans cette reconstruction, bien évidemment, ces ingénieurs et technocrates, dans cette déqualification du personnel politique de la Troisième, vont largement s'engouffrer. J'en cite trois qui sont évidemment intéressants. Bon, je ne vais pas en reparler. Jean Bichelon, ingénieur des mines, ministre de la production industrielle, partisan du STO avec l'Allemagne. Jean Berthelot, major du corps des mines, encore un polytechnicien, ministre des Transports et des Communications, qui va demander l'autorisation aux Allemands de pouvoir reconstruire les routes, même dans les parties occupées par les Allemands, en considérant que lui, il fabrique, entre guillemets, une forme de résistance en reconstruisant son territoire. Et François Leleux, qui devient commissaire à la lutte contre le chômage, secrétaire d'État à la production industrielle, jusqu'au retour de Pierre Laval en 1942. Donc les ingénieurs rentrent de plein pied dans cette sorte d'opportunité de la table rase, déjà conceptualisée par les planistes, et évidemment dans un ordre corporatif étatique. Je ne vais pas le développer plus, mais sur la base d'une reconstruction identitaire. Je ne vais pas le développer plus longtemps, donc ça le sera cet après-midi. Donc ce réformisme social et non socialiste, bien sûr, retrouve son identité dans une architecture de tradition, de terroir, que symbolise la reconstruction des villes du Val-de-Loire. Je ne le déploie pas.
et qui se retrouve aussi dans la charte de l'architecte reconstructeur, qui est la doctrine officielle du CTRI, du Commissaire technique à la reconstruction immobilière. Je cite, « Songez que depuis plus d'un siècle, les petites villes, les campagnes sont les 10. Les caractères régionaux s'effacent. N'hésitez pas à regarder les maisons traditionnelles des petites villes et des villages, chefs-d'œuvre des artisans d'autrefois. Elles sont l'expression parfaite du genre de vie de nos ancêtres. » Donc, au fond, qu'est-ce que la ville, nouvelle ville doit être? Une ville moderne, raisonnable ou traditionnelle, je dirais moderne, aérée, espace public, jardin, une industrialisation organique, une reconstruction qui tienne compte des caractères identitaires de l'architecture régionale, une France des campagnes contre une France des villes. Et le propos de François-Louis II sont clairs. Déjà en 1941, vous voyez, il dit « Il faut reconstruire autour de Paris un certain nombre de villes satellites qui peuvent être tracées dans les zones agricoles et qui permettront de donner aux ouvriers de ces zones une maison avec de la terre qui permettront de leur faire retrouver le chemin de la patrie. » Donc là, la dimension idéologique, architecturale et urbaine est absolument évidente. Alors, au titre du positionnement qui a suscité beaucoup de polémiques ces temps derniers, c'est évidemment, il y a la position de Le Corbusier, mais je crois qu'il faut la remettre à sa place une fois de plus. C'est pour ça que je fais exprès de parler. J'avais longtemps parlé sur l'antichambre, Le Corbusier dans les antichambres. J'ai envie de dire aujourd'hui Le Corbusier dans les combles. Il n'est même pas dans l'antichambre, il est dans les combles en réalité. Il se retrouve dans ce Vichy ectoplasmique, je le dis exprès, dans laquelle on le laisse subsister, mais en même temps on ne lui donne rien de sérieux. Et évidemment, une personnalité importante l'écarte, qui est François-Louis II, commissaire au chômage puis commissaire à la reconstruction, qui va tout faire pour l'empêcher d'accéder à une commande publique. Je cite cette phrase, voilà ce qu'a dit Edmond Bruat à propos de l'échec de Le Corbusier à Alger. « Le Corbusier est un terrible prophète, doublé d'un inexorable logicien, triplé d'un débatteur imbattable. Quand il n'est pas d'accord avec monsieur le maire, il convoque la population quelque part en ville et lui fait des croquis en couleur pour expliquer ses idées d'urbaniste, car il a le génie napoléonien. C'est bien pour cela que ce grand amoureux d'Alger a fini par reprendre le bateau. Il s'est souvenu du mot profond de l'empereur, le vrai courage en amour, c'est la fuite. » Alors, la mise en application de cet idéal vichiste, on le retrouve notamment pour les technocrates dans le fameux plan d'équipement national réalisé en mai 1942, sous la tutelle donc, de la Délégation générale d'équipement national, choix clair, j'allais dire, un ordre corporatif, une économie dirigée avec des comités d'organisation professionnelle, une économie du partage de la pénurie, évidemment pour cause, occupation allemande oblige, et une restauration d'un équilibre territorial, contrôlant l'urbanisation et en développant les équipements dans les campagnes. Je mets construire une France démographique de la Renaissance en préservant les intérêts de la famille et le pouvoir masculin. Retour des femmes au foyer, interdiction des femmes au travail, et réflexion très intéressante, hallucinante, j'allais dire, on a des travaux hallucinants, je le mets à la fin sur l'AFNOR par exemple, qui s'interroge sur qu'est-ce que l'on peut amener comme modernisation à la ferme. C'est une question théorique très importante. Et le grand débat entre technocrates, c'est de se dire, mais attendez, est-ce qu'on amène l'eau chaude à la ferme? Et une partie va dire, non, c'est pas sérieux. On ne peut pas amener l'eau chaude, parce que si on amène l'eau chaude, les corps amollis, etc., c'est pas de la ruralité. Donc on va leur donner un point d'eau dehors, et de l'eau froide. Donc la création dessus en 1941, avec des géographes que l'on va retrouver dans l'après-guerre, Pierre Josse, Jacques Verlès, Louis Chevalier, Jean-François Gravier, voilà, va travailler sur cette réflexion, sur ces inégalités macroscopiques de distribution des industries pour tenter de faire une industrialisation rurale avec ce type de questions. Faut-il refaire la France une société rurale agricole? Quelle logique de dispersion? Est-ce qu'on ne développe pas les bourgs et les villes moyennes? Comment fonder un équilibre campagne-ville? Quelle est la modernisation raisonnable? Voilà. Donc une modernisation, d'une certaine façon, vous le comprenez, sans modernité, qui était déjà, d'une certaine façon, requise par les technocrates dans les années 30. Alors, pour aller vite, et je vais conclure, quel choix de ministre à la reconstruction et à la libération? Et pour moi, ça, c'est encore une question de continuité, ce n'est pas du tout une question de rupture. De Gaulle se pose la question, qui choisir comme ministre de la reconstruction? Il y a 4 prétendants possibles. 4. J'en ai peut-être encore d'autres que je ne connais pas, qu'on retrouvera dans les archives. Mais à l'époque, on en voit apparaître 4. René Mayer, juriste, commissaire aux communications à la marine et à Alger auprès de Gaulle et du CFLN. Personnage très important, personnage politique, qui a une compétence très importante en matière de reconstruction. Bon. Aristide Antoine, ex-pont et chaussée, président de l'Union nationale des ingénieurs et techniciens de la France combattante, fondée en 1942, qui accompagne de Gaulle accompagne de Gaulle à partir de 1942 sur tous les chantiers africains de la lutte contre l'Allemagne nazie. Personnage très important, structuration du corps des ingénieurs pour refaire les routes après les bombardements, etc., les réseaux stratégiques. Troisième personnalité importante que l'on connaît mieux du côté corbusien, puisqu'il a suivi un programme, c'est Eugène Claudius Petit. Personnalité fondamentale de la résistance de premier plan, que de Gaulle fait venir à Londres puis à Alger,
et qui découvre à Alger donc les architectes modernes. Il avait entendu Le Corbusier une première fois, il l'avait pas rencontré. Il découvre les jeunes élèves de Le Corbusier à Alger et s'enthousiasme pour une reconstruction moderne. Et puis le dernier, Raoul Dautry, ancien ministre de l'Armement de Padrino, donc lui vient de la Troisième République, est connu et reconnu pour ses engagements sociaux en faveur de l'urbanisme. Alors, René Meyer semble avoir décliné, n'est pas intéressé. Il préfère un ministère plus technique, ministère des Travaux publics et des Transports. Aristide Antoine, l'explication, on ne l'a pas aujourd'hui, il devient ingénieur général pour l'Union française à l'étranger. Eugène Claudius Petit semble avoir été immédiatement écarté. Pourtant, c'est un gaulliste de premier rang. On n'en parle pas. Et Raoul Dautry est appelé. Raoul Dautry est appelé comme ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Donc le choix du ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme en France, vous voyez, n'est pas un choix de la rupture. C'est le choix de la légitimité d'une compétence scientifique, mais elle existait chez d'autres, et surtout la légitimité de la présence sur le sol national pendant l'occupation. Une légitimation paradoxale du sol. De Gaulle a besoin d'avoir dans son équipe des personnalités qui sont restées en France, au-delà même du fait qu'il lui est demandé de venir à Londres et à Alger et que Dautry a refusé. Et quatrième point, peut-être le plus important, la légitimité d'une action réformiste comme mode de penser l'urbanisme et la reconstruction. Puisque, avant d'être nommé ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, Raoul Dautry assure la transformation du secours social français qui avait été pris en main par les Croix de Feu et le Parti social français en secours national pour permettre effectivement la gestion de l'urgence avant la reconstruction. Et ensuite, il passe au MRU. Donc, le choix de Dautry me semble clair dans cette continuité parce qu'au fond, il marque le refus très clair d'entrer en matière de reconstruction fonctionnaliste. Le Corbusier écarté, et il ne faut pas retourner l'argument qui consiste à nous dire que parce que Dautry a confié la cité de Marseille à Le Corbusier, qu'il était partisan de la modernité. Pas du tout. Il faut lire au contraire le choix de Marseille comme un choix résiduel par rapport aux ambitions de Le Corbusier, qui, rappelez-vous, voulait faire l'aménagement de toute la basse Seine. Création d'une charte de l'urbanisme, ce qu'on appelle la charte de la rue de Lille, qui, au fond, s'oppose immédiatement, comme l'aurait fait d'une certaine façon, ou comme l'a fait la charte de l'architecte reconstructeur de 1941, à la charte d'Athènes. La charte de l'urbanisme de 1945 définit l'esprit de la reconstruction française, et je m'arrête là, et lorsque Claudius Petit arrivera enfin à devenir ministre de la Reconstruction, il sera le premier lui-même à constater d'une certaine façon qu'il ne pourra plus imposer l'architecture moderne dans la phase de la reconstruction, puisque les plans sont déjà faits et qu'il est très difficile d'intervenir dans le choix des municipalités et le choix des architectes. Voilà, je vous remercie.